Bon, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, à la présentation, c'est Monsieur Berry Mukokila. Vous êtes sur Congo Sarepta Télévision. Abonnez-vous massivement. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix parce que vous allez comprendre, vous allez suivre la science. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un docteur. Vous allez les découvrir ensemble avec moi. Et nous allons parler de la pandémie Covid-19. Et le docteur a aussi à dire par rapport à cette pandémie parce qu'il a un article parce que la pandémie Covid-19 sévit depuis 2020 et jusqu'à présent nous continuons et partout dans le monde à souffrir de cette maladie. Et vous allez constater que nous allons vraiment ne pas sauter les détails car le diable c'est vie et d'or et c'est loge, voire même dans les détails. Et c'est parti, nous allons déjà nous entretenir avec le docteur. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Berry. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ok, docteur, présentez-vous à tout le monde, à notre public qui vous suit de partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique et pourquoi pas ici en Afrique. Qui vous êtes? Je salue tous les téléspectateurs qui me suivent en ce moment par votre émission. Je suis docteur Munkana Matadi Barthélemy par mon nom chrétien. Je suis né un certain 11 août. Je suis médecin actuellement. Je suis engagé à la clinique Ngaliema à Kinshasa dans la commune de la Gombe au service des urgences. Et il s'est fait qu'il y a 3 ans et demi, j'ai pris l'option de poursuivre ma formation en Afrique du Sud, où j'ai passé un diplôme d'études supérieures ou spécialisé en maladies infectieuses. En maladies infectieuses, option VIH, gestion du VIH-Sida. Et juste après que j'ai fini, j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour me rendre utile. Donc c'est un peu ça. Ok, dites-nous, docteur Barthélemy Matadi Munkana, qu'entendons-nous par la pandémie Covid-19? Au fait, il faut revenir à la définition même d'une épidémie. Une épidémie, c'est l'éclosion d'une maladie quelque peu inhabituelle dans une communauté donnée. Et cette maladie va au-delà des proportions qui sont normalement attendues. C'est ce qu'on appelle l'épidémie. Et une pandémie, c'est cette épidémie qui traverse les frontières, qui va au-delà de limites naturelles géographiques, au fait, de là où elle a pris son éclosion. Elle traverse les frontières, elle affecte d'autres régions du monde. C'est ça, en fait, une pandémie. Et depuis décembre, je pense le 31 décembre 2019, l'OMS a alerté la communauté internationale sur un type de virus quelque peu nouveau, atypique et inhabituel justement, qui a pris son origine en Chine, dans un marché situé dans la cité de Hubei qu'on appelle Wuhan. Et le quartier là s'appelle Wuhan. Les chercheurs, les observateurs ont remarqué que quelque chose d'anormal s'y passait. Et je pense qu'en début janvier, ils ont déclaré cette maladie qui s'est manifestée par une pneumonie très mortelle. Ils ont pensé que c'était une urgence sanitaire de portée internationale. Et c'est comme ça que le 11 mars, l'OMS, après que le virus ait tué plus de 100 000 personnes dans plus de 100 pays et régions du monde, l'OMS a estimé que c'était une pandémie.
Donc une épidémie qui est partie de la Chine et qui a affecté plusieurs régions dans le monde. Très bien. Docteur, avez-vous les statistiques de morts, de personnes qui sont touchées par cette pandémie de la première vague? Actuellement, il y a une institution de référence dans le monde. On appelle ça Johns Hopkins University. Et ils sont focus dans les statistiques. Et je crois que tout le monde leur fait confiance. Johns Hopkins a estimé à plus de 100 millions les gens qui sont affectés dans le monde et à plus de 2 millions de personnes qui sont déjà décédées malheureusement de cette pandémie durant 2020 et jusque récemment ici en début de mois de mars. Et pour notre pays, nous avons déjà enregistré plus de 25 000 individus infectés. Et ce matin, lorsque je revoyais encore les infos, nous étions autour de 711 compatriotes qui malheureusement sont tombés à cause de cette pandémie. Très bien, docteur Barthélémy. Comment faire pour se protéger contre cette pandémie Covid-19? Eh bien, il y a eu des consensus. Il y a eu des consensus parce qu'au début, personne ne savait ce que c'était vraiment ce virus. Il faut dire qu'il est nouveau. Personne ne le connaissait avant, il y a quelques mois. Et on s'est dit, dans la prévention, prenons d'abord les mesures qu'on appelle barrières. On reste distants les uns des autres, donc une distanciation sociale. Qu'on se lave les mains régulièrement après avoir manipulé ou touché une porte ou toutes sortes d'objets. Et puis qu'on porte nos masques. Donc qu'on enfile nos masques lorsqu'on est sur le lieu public. Je crois que ce sont les 3 mesures barrières qui ont été avec nous, qui nous ont accompagnés durant toute l'année 2020 et qui continuent encore à être d'actualité. Ça, c'est sur le plan de la prévention et sur le plan du traitement. Je pense qu'on en parlera tout au long de votre émission. Voilà. Docteur Barthélémy, dites-nous, le port de masque obligatoire, cela peut être porté du matin au soir ou il y a 2 heures requis? Parce que nous constatons dans la rue qu'il y a des personnes qui portent le masque de 6h à 21h. Pendant la journée, il fait chaud et on transpire. Est-ce que cela ne peut pas apporter d'autres maladies? Déjà que toi et moi, en cette émission, en plein tournage, nous n'avons pas de masque sur nous. Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut se relaxer. Il y a des moments de relaxation, certes. Mais le port devrait être obligatoire lorsqu'on est sous les lieux publics. Parce que, on est en interaction avec les uns les autres. Vous ne savez pas qui vient d'où, a été en contact avec qui. Je crois que c'est une nécessité sur le place public. Lorsqu'on s'expose, lorsqu'on est dans la rue, dans le transport en commun, à son lieu de travail. Je crois que c'est en ce moment-là, il faut avoir son masque sur soi. Mais quand tu es en famille, tu penses que tu n'as aucune exposition potentielle, il y a moyen de relaxer. Et il faut rappeler une chose, c'est que le port du masque n'est utile que lorsque c'est lui qui est avec toi, c'est lui qui interagit avec toi, là aussi avec soi. Alors imagine que tu n'as pas un masque, lui en a. Sache que tout ce que tu sors comme gouttelettes, tout ce que tu sors comme sécrétion venant de tes voies respiratoires peut toujours infecter cette personne. Parce que le masque ne garantit pas une protection à 100%. Voilà. Docteur Barthélémy Matadi Munkana, dites-nous, et les publics qui sont en train de vous suivre, par rapport aux gens qui se touchent les yeux, le nez, la bouche en ce net moment, est-ce que c'est prohibé maintenant par le ministère de la Santé et pourquoi? Je pense qu'il faut éviter de se frotter le visage avec les mains. Parce qu'il a été démontré que nous touchons le visage, nous le frottons en termes de milliers de fois au cours d'une journée. Et tu ne sais pas à quel moment ta main est entrée en contact avec une sécrétion.
qui est infecté, il faut éviter le contact par exemple avec les yeux et avec le nez. Le nez, généralement, ça arrive par réflexe. Mais il faut rappeler à l'opinion que la porte d'entrée de cette maladie, c'est justement notre nez. Le virus entre par le nez. Donc le nez, en tant que porte d'entrée, doit être évité d'être manipulé à tout moment avec nos doigts. C'est un tic que la plupart d'entre nous avons. Donc c'est des gestes à oublier et c'est des gestes qui sont rappelés chaque fois par des spots publicitaires que j'ai vus quand je suis revenu. Je crois que nous devons rester dans le respect de ces gestes-là, en évitant de se frotter ou de s'essuyer tout le temps le nez ou le visage. Très bien, docteur Moukana Barthélémy Matadi. Quels sont les symptômes pour confirmer qu'une personne est atteinte de la COVID-19? La COVID-19, elle est polysymptomatique. En termes simples, elle a plusieurs façons de se manifester. Et la plupart des symptômes ressemblent à certaines maladies comme le paludisme ou encore la grippe. Et parfois la pneumonie, donc une infection aiguë des poumons. Alors le maître symptôme ou le symptôme, le premier signe d'appel, c'est la fièvre. C'est la fièvre, une fièvre qui ne tarit pas, une fièvre qui ne cède à rien, une fièvre qui va au-delà de 30-40 degrés. Ensuite vient la toux. La toux, pourquoi? Parce que le virus, en entrant par le voie, par notre nez, le nez fait partie de notre système respiratoire. Donc le nez, c'est déjà les voies respiratoires supérieures. Le virus entre et il irrite nos voies respiratoires. Ça se manifeste par la toux, au fait. À part la toux, vous avez la perte du goût. Pourquoi la perte du goût? Parce qu'au niveau de notre nez, vous avez un nerf qu'on appelle le nerf olfactif. Ce nerf est responsable des odeurs, de sentir, il nous rend capable de sentir les odeurs. Et ce nerf est également capable, dans une autre partie de ce nerf, il y a une partie périphérique et une partie centrale. Dans sa partie centrale, le nerf nous rend capable de sentir, en fait, d'avoir le goût. Donc il y a les odeurs dans une partie et puis le goût. Vous remarquerez très vite que vous avez perdu le sens d'avoir les odeurs dans votre entourage et puis vous n'avez plus de goût. Et puis viennent les courbatures qui peuvent rappeler le paludisme ou encore la grippe. Et puis vous avez certains troubles digestifs comme chez les enfants par exemple. Et malheureusement la maladie se caractérise à un stade beaucoup plus avancé par une pneumonie qui tue, qui est mortelle. Donc c'est un peu ça, il y a d'autres symptômes, mais bon, les plus essentiels sont ceux que je viens d'énumérer. Très bien, docteur Moukana Barthélémy Matadi. Quelles sont les mesures préventives à prendre par le personnel soignant pour ne pas être atteint par la pandémie sur terrain? Il faut dire qu'il est très difficile pour le personnel soignant de se protéger à 100% parce qu'il a été démontré que le personnel soignant fait partie de la population la plus vulnérable, la plus touchée. En République sud-africaine, par exemple, d'où je viens, le nombre de décès le plus important ou le nombre de cas d'infection le plus important au début de la pandémie l'année passée était à compter parmi les personnels soignants. Voyez? Parce que nous sommes, comme on dit en anglais, les frontline workers. Donc nous sommes comme des militaires qui s'en vont au front. Et ils ont certes leurs armes et munitions, mais ils ne savent pas dans quel sens peut venir la balle de l'ennemi qui va le faire tomber. Donc nous sommes cités parmi les personnes les plus vulnérables. Mais ce que l'on conseille généralement au personnel soignant, c'est d'avoir un port. Pour ceux qui sont dans des unités sensibles, comme moi, un médecin des urgences, je suis appelé à avoir mon masque sur mon visage à tout moment. Parce que tu ne sais pas qui est qui, avec qui tu vas dealer. Je porte mon masque tout simplement. Je peux l'avoir toute une journée. Et voilà, je dois me nettoyer mes mains de manière très régulière. Parce que les germes peuvent rester sur des surfaces. Et puis je dois faire cet effort-là de garder une certaine distance sociale, bien que c'est quand même difficile un tout petit peu comme mesure à observer dans un hôpital où tu es censé être au chevet de tes malades, de les assister, parfois de palper quand tu les examines. Et je pense que
Au-delà de toutes ces mesures pour le personnel soignant, pour ceux qui travaillent par exemple comme moi dans une unité aussi sensible comme les urgences, tu portes tes masques quand tu examines les malades ou quand tu les reçois déjà pour un triage, je crois que c'est cela. Très bien, docteur Munkana Barthélémy Matadi. Nous arrivons peu à peu vers la fin de cette émission. Vous qui nous aviez suivis, nous sommes en train de parler de la pandémie qui bat son plein, qu'on appelle coronavirus, Covid-19, avec le docteur Barthélémy Munkana Matadi. C'est un expert et c'est une personne qui a même un article sur cette pandémie. Alors il est là, vous qui nous suivez, vous le gouvernement congolais, voici les personnes capables à éradiquer, à faire réduire le nombre de risques pour être atteint de cette maladie Corona-19. Alors notre dernière question, c'est là bas son plein, problème de vaccin. Pouvez-vous nous expliquer plus, surtout avec votre article du vaccin dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 en Afrique, tribune du docteur Matadi Munkana Barthélémy. J'ai évoqué la place du vaccin dans la lutte contre la pandémie dans une vision panafricaine. J'essaye d'expliquer pourquoi le vaccin. Et j'essaye d'apaiser au fait l'opinion sur le vaccin que nous allons peut-être recevoir dans les jours qui viennent. Il faut rappeler que la pandémie a été faite de peur. Il y a une connotation de peur, d'hésitation et même de complot. Vous rappellerez l'année passée, sous l'influence des médias, des social media, des médias sociaux, comment vous appelez les réseaux sociaux, très vite au début de la pandémie, certains sponsors, les gens qui sponsorisent les organismes comme l'OMS, tous ces organismes qui financent, au fait, qui nous aident à avoir des médicaments ou encore le vaccin, c'est les personnes qui donnent de leur argent. Très vite, ils sont montés au créneau pour parler vaccin, au début d'une pandémie. Alors, cela a suscité des questionnements, des interrogations. Pourquoi doit-on parler d'un vaccin alors que la maladie ne fait que commencer? Et il y a eu en Europe un mouvement anti-vaccination, par exemple, en Angleterre, qu'on a appelé en anglais, c'est les Vexas. Donc, une campagne, un lobby, au fait, une pression médiatique de ces gens-là qui ont dit tout de suite non au vaccin. Donc, il y a un problème derrière. Vous saviez alors qu'une maladie va éclater sur cette planète et puis bon, voilà, vous voulez vendre. Et vous n'allez pas vous servir de nous comme cobayes. Donc, il faut rappeler ça à l'opinion. Le mouvement a commencé ailleurs. Et comme tous nous étions à domicile, au fait, c'était rester chez vous, confinement. Et très vite, nous avons subi cette influence-là et avons accepté ces théories. Et c'est vite parti. Et vous vous rappellerez qu'en Afrique, nous avons même pensé que le vaccin viendrait pour nous exterminer, au fait. On s'est dit, bon, voilà, ils veulent réduire la taille de la population mondiale en ayant pour cible l'Afrique. Toutes ces théories se sont avérées fausses. Pourquoi? Parce que sur les 150 ou les 180 molécules qui ont été mises à contribution pour soigner cette maladie, en fait, très peu se sont montrées efficaces. Nous sommes passés par toutes sortes de molécules, y compris la chloroquine, par exemple. Tout le monde a juré que par la chloroquine et l'azithromycine au début de la pandémie, rappelez-vous, nous avons utilisé les antibiotiques comme l'augmentin pour prévenir les surinfections bactériennes, donc l'aggravation de l'infection du poumon. Nous avons même utilisé les antirétroviraux que nous donnons d'habitude à nos malades qui souffrent du VIH. Nous sommes allés jusqu'à donner la colchicine, c'est une molécule que nous donnons chez des patients chroniques qui souffrent de la goutte. Nous avons même donné de vitamines, nous avons bourré nos malades de vitamines. Nous avons bourré nos malades de sels minéraux et tout ce que vous voulez là. Mais il s'est fait que la maladie a continué à tuer. La maladie a gardé ce qu'on appelle un taux de reproduction de base très élevé, avoisinant une autre pandémie qui a secoué notre monde vers la fin de la Première Guerre mondiale entre 1918 et 1919, qui a tué entre 50 et 100 millions d'individus. Cette maladie est en train de monter en flèche en termes de mortalité. Et elle a gardé un taux de
de mortalité chez les malades qui sont hospitalisés, autour de 15%, ce qui est énorme. Mais il fallait bien que la communauté scientifique réagisse. Les gens se sont réveillés au fait, on ne peut pas laisser les autres mourir parce que par essence, nous sommes appelés à servir. Nous prêtons serment, n'est-ce pas, pour ne jamais nuire, apporter notre soutien à ceux qui souffrent. Et des voix se sont levées pour dire que seul le vaccin, en tout cas seule la vaccination, pourrait nous procurer une immunité à long terme. Évidemment, une immunité collective. Tout le monde peut être protégé. Et que le vaccin en soi n'est pas un poison. Le vaccin ne vient pas pour nous détruire, bien au contraire. Le vaccin viendrait pour sauver des vies. Le vaccin va non seulement protéger, mais il va réduire ma charge virale. Donc la teneur du virus dans mon sang, le vaccin va aider à le réduire. Et le vaccin va me permettre à moi de ne plus te transmettre le virus si je l'ai. Donc c'est à cela que nous sommes actuellement. Et notre pays n'est pas en reste dans tout ce qui se passe au monde. Nous sommes membres d'une communauté actuellement. Nous sommes membres d'une communauté planétaire qu'on appelle un village. La Terre, c'est un village et nous ne pouvons pas nous dissocier de ce que font les autres. Nous ne pouvons que prendre des mesures qui aideraient notre population également à être protégée contre ces virus. C'est tous les jours, quand vous vous rendez à l'aéroport, c'est tous les jours que nos confrères, nos compatriotes vont à Dubaï par exemple. Dubaï, c'est un centre commercial mondial, c'est un centre touristique. Donc il est possible qu'avec cette sorte de transhumance qu'on appelle en termes techniques l'anthropocène, les gens qui sortent et ceux qui entrent, les gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis et tout, il est possible que dans ce mouvement-là, qu'il y ait d'autres vagues, qu'il y ait des vagues successives. Donc le virus nous observe et nous observons le virus. C'est celui qui sera le plus rapide qui va prendre le dessus sur l'autre. Et nous ne voulons pas que le virus prenne le dessus sur nous. C'est pour ça que le vaccin sera bientôt lancé pour sauver des vies. Que ma communauté soit rassurée que le vaccin ne vient nécessairement pas pour tuer les gens. Le vaccin ne vient pas pour nuire, mais bien au contraire, c'est un produit pharmaceutique qui a été conçu par des gens qui ont une éthique, des gens qui ont été formés, qui ont une certaine expertise. En fait, c'est quoi le vaccin? Le vaccin, c'est un produit, c'est le virus même, que l'on injecte dans ton corps de manière à ce que tu déploies des mécanismes de défense, en fait. Que tes anticorps se mettent à te protéger, à former une sorte de carapace, un bouclier qui va rendre ton organisme capable d'éviter d'autres des pandémies ultérieures, d'être infecté par une épidémie ultérieure, ainsi de suite. Ce n'est que ça autour du vaccin. Très bien, docteur Matadi Munkana Barthélémy. C'était une très belle émission, mais docteur, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant que vous puissiez lancer un message fort à tous les internautes et à toute la population qui auront la chance de nous suivre. Le mot de la fin, bon, peut-être difficile parce que la pandémie, elle est avec nous encore, peut-être pour cette émission. Alors, puisque nous aurons sûrement l'occasion de revenir. À l'autorité qui me suit en ce moment, le vaccin pose problème, certes. Sur le plan de l'opinion, l'acceptation pose problème partout au monde. Alors, nous amenons une suggestion où nous interpellons l'autorité de manière à organiser une structure spécialisée, en fait, technique spécialisée qui va réunir pas seulement les scientifiques, pas seulement les chercheurs, mais qui réunirait un peu toutes les couches sociales de notre communauté. Une structure qui va réunir les communicologues, par exemple, vous qui êtes dans les médias, une structure qui va réunir les représentants des confessions religieuses, de la société civile, des activistes des droits de l'homme, des philanthropes, ou même des chefs traditionnels que nous voyons là, les chefs coutumiers, parce que ces gens ici, ce sont des leaders. Et nous ne pouvons pas mettre de côté les leaders, les gens qui sont avec la population là. Nous ne pouvons pas les mettre de côté et sortir un bon matin, dire que voilà, nous voulons vous vacciner. Il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit abattu en amont. Il faut d'abord réunir toutes ces personnes-là, parler avec eux, faire un petit sondage d'opinion à travers ces personnes. Leur demander ce que les autres pensent du vaccin. Parce que le problème se pose partout ailleurs.
Et nous sommes là pour apporter notre expertise, pour apporter notre petite contribution à cette fin. Il faut, bien au-delà de cela, organiser une campagne de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation qui va associer la presse, qui va associer les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il faut qu'il y ait une implication de l'autorité elle-même, de nos politiques, de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui nous dirigent au fait. Il faut qu'on les sente impliqués. Il ne faut pas que ça soit une histoire de seulement, bon voilà, c'est la riposte, nous on reste derrière. Il faut que l'on sente que ceux qui nous dirigent sont avec nous. C'est au fait ce qu'on appelle dans tout ça la transparence dans la communication. C'est tout ce que nous voulons. Le Sénégal a été classé l'année passée comme 2e pays le plus transparent en matière de communication Covid-19. Après la Nouvelle-Zélande, qui est un pays très loin en termes de développement. Le Sénégal, un pays africain, devrait nous servir d'exemple. C'est-à-dire que le Sénégal est resté le plus transparent possible en balançant les données, en balançant les statistiques de manière hebdomadaire. Et les gens ont vu grandir en eux la confiance envers leurs dirigeants, et ainsi de suite. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique, en fait. Nous ne voulons pas être seulement ceux qui vont recevoir quelque chose sans savoir les tenants et les aboutissants. Nous voulons tous participer à cette action sur la vaccination contre Covid, parce que le vaccin en soi est censé sauver de vies. Et il faudrait que les autorités, les leaders africains se réveillent au fait, car la clé de la réussite se trouve dans une confiance que eux-mêmes vont susciter à travers une vaste campagne de sensibilisation qui va mobiliser toutes les couches sociales de notre communauté. Voilà un peu. Très bien, docteur Matadi Munkana Barthélémy. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Et là, nous citons les docteurs Patrick Munkana et les docteurs Emmanuel Mpenge Congo Nabiso. Et désormais, la fondation Joseph Moké Tawaba, les conseillers du chef, notre excellence, les leaders de Grand Bandundu et les notables de Bulungu et bana nyonso ya Bandundu mankuluke na nzila yake kwisa na Bandundu beni yambani beni yambani yake kwisa fondation Joseph Moké Tawaba désormais partenaire officiel. Et nous citons le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour dire merci. Merci parce que les loboye bana bandundu pe ba sepeli pour excellence Joseph Moké Tawaba aye pe azali. Toyambie na Essengo pe toyebi que excellence Joseph Moké Tawaba nde akomema solution ya bandundu nyonso. Bandundu esalama nango ezala bavota na bango batu na bandundu, mais fondation Joseph Moké Tawaba eye pona komema social et puis pona kosangisa bana nyonso ya Grand Bandundu et particulièrement na Bulungu ben yambani donc fondation Joseph Tawaba ne to lingi pona makambu na biso nyonso et tambola. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire avec le numéro qui est affiché sur votre écran et nous sommes à votre disposition. Dites-nous en quoi nous vous serons utiles. La suite au prochain numéro. À la fin de cette émission, et nous allons citer les personnes qui nous aident, les personnes qui sont toujours là avec nous pour nous prêter main forte. Voilà pourquoi nous citons le docteur Patrick Munkana à Malawi, nous citons aussi les docteurs à Mozambique, le docteur Patrick Munkana à Mozambique, et nous citons aussi les docteurs Emmanuel Mpenge Congo Nabiso, et sans oublier en tant que porte-parole d'une plateforme de comédiens et des artistes congolais du Congo, Paco Siko en sigle avec le cordon général Maman Anosanjo dit et Monsieur Marius
Boladja Bayolo dit Maman Anosanjo, la première dame d'Afrique. Nous tous, nous sommes derrière la fondation Joseph Moké Tawaba. Et donc, ils sont déjà là en cours de route en train d'arriver. Tout le grand Bandundu et particulièrement à Boulungu, les leaders de Bandundu est connu. C'est M. Joseph Moké Tawaba. Et particulièrement le notable de Boulungu, c'est M. Joseph Moké Tawaba. Donc désormais avec la fondation Joseph Moké Tawaba, ils sont en train de venir. Bana nyonso ya Bandundu, ben yambani, mankulu kenanzila. Donc yake kuisa, yata kuisa, ben yambani. Parce que yandi yake papa social. Nous avons qu'un seul papa social, c'est Monsieur Joseph Moké Tawaba de la fondation Joseph Moké Tawaba. Avec Joseph Moké Tawaba, c'est le peuple d'abord. Avec Joseph Moké Tawaba, c'est l'aide du chef, c'est les conseillers du chef. Et avec Joseph Moké Tawaba, c'est le soutien total au président de la République, à la personne que nous appelons les symboles de l'unité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi.